le côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il me l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand je présentais il craignait qu'en ouvrant les portes... moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient... Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus latina du reste des Alcades. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tire de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. M. Plangin m'a conseillé de passer le concours de bibliothécaire. Ça s'appelait à l'époque Nous sommes ici dans la réserve précieuse de la bibliothèque. Enfin, une des réserves précieuses, parce qu'il y en a également une dans le NIR. Ici, nous abritons en particulier les grands dons qui nous ont été faits au fil de ces dernières décennies. Et on essaie d'avoir un classement topologique et à terme, ces ouvrages apparaîtront sur le catalogue. Mais c'est un travail de très très longue haleine. À chaque fois qu'on recevait un don qui pouvait être massif, il a fallu déjà vérifier l'existence de l'ouvrage et voir s'il était bien sur rayon, en bon état. Et puis isoler tous ceux qui n'étaient pas au catalogue. Donc on a parmi tous ces fonds beaucoup d'ouvrages que la bibliothèque ne possède pas. Un des bons exemples, c'est le fonds Louis Robert, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire ancienne, sur l'archéologie, et sa bibliothèque, qui est absolument magnifique, d'ailleurs je vais vous montrer. Voilà, c'est les compactus, donc il faut faire un petit peu d'exercice. Et Louis Robert avait constitué sa bibliothèque dans les années 50 et ça correspondait à une période où la bibliothèque de l'ENS n'était pas très très riche et avait énormément de manque dans ces domaines. Donc c'est une réserve très riche et qui va apparaître très bientôt sur le catalogue. Mais ça restera dans ces compactus et les ouvrages pourront être communiqués en semi-libre accès, à savoir une demande faite là-haut à l'accueil de la bibliothèque et l'ouvrage sera transmis par nos soins. Donc beaucoup de fonds importants. Ici, par exemple, toujours dans le fonds Louis Robert, des ouvrages en excellent état. Ici, la partie numismatique. Et il y a énormément de manques là-haut dans nos collections. Faut dire que certains ouvrages sont maintenant quasi introuvables. Et c'est vraiment un vrai trésor. De toute façon, Louis Robert était un des plus grands spécialistes dans ces domaines-là. Et voilà, on est très content d'accueillir ce fonds et puis d'en prendre un grand soin. Donc tout ce que vous pouvez voir ici a été classé par thème et à l'intérieur par ordre alphabétique d'auteur. Donc on peut très vite retrouver un ouvrage et ça sera d'autant plus facile dès lors qu'il sera coté. Mais techniquement ou de manière logistique, la bibliothèque ne peut pas accueillir la totalité de ces dons parce que faute de place. Ce fonds évidemment est accompagné par d'autres dons également très importants. Ici on voit Merleau-Ponty. Alors voilà une bibliothèque qui peut tout à fait servir à un thésard ou voir comment travailler Merleau-Ponty. Donc on a rapatrié sa bibliothèque en isolant quelques manques chez nous. Et pour le reste, on laissera également en l'état
à l'instar de Louis Robert. Plus loin, on retrouvera d'autres dons. Actuellement, nous travaillons sur le fonds Bédarida, François Bédarida. Nous avons commencé à mettre ses ouvrages à l'inventaire. Alors, on a notre petit code là, François Bédarida, avec la date de sa promo, et on aperçoit quand même 691 volumes qui ne sont pas à la bibliothèque. Cette bibliothèque a été classée, alors l'histoire de la Grande-Bretagne, plus loin le Canada, etc., le Churchill. On imagine facilement que ces ouvrages, enfin cette bibliothèque ne peut pas remonter en masse dans la salle d'histoire qui est déjà saturée. Donc ces ouvrages resteront ici, mais apparaîtront sur le catalogue et là également pourront être communiqués en semi-libre accès. Et bien sûr surveillés de très près. Ça a un avantage de garder les bibliothèques dans leur état initial. Là encore, un étudiant pourrait, avec autorisation de la bibliothèque, se pencher sur ce fonds admirable et pourrait être satisfait pour rédiger sa thèse ou autre en voyant un petit peu comment M. Bédarida organisait ses ouvrages. Alors, entre Louis Robert et Bédarida, il y a aussi la bibliothèque de Roger Martin. Alors, Roger Martin était le prédécesseur de M. Petit-Mangin et nous avons accueilli sa bibliothèque. Donc ici, bien sûr, c'est tiré à part, pour la plupart dédicacés. La littérature latine, la littérature grecque, beaucoup de philosophie. Et bien sûr, quelques ouvrages de mathématiques. Donc, après avoir regardé de près cette bibliothèque, on s'aperçoit tout de même qu'il y a énormément de doubles. Mais pour l'histoire de la bibliothèque de M. Martin, c'est très intéressant de la garder comme ça en bloc. Et puis, si on continue notre promenade, on voit beaucoup de... Voilà un don très important. C'est le don de M. Follen. Beaucoup d'histoires des USA. Et là encore, sa bibliothèque, nous l'avons classée thématiquement. Là encore, il s'agit d'histoire. Ici, ça représente 905 ouvrages manquants à la bibliothèque. Alors, si on ajoute Follen à Bédarida, on imagine facilement que là, la salle d'histoire va totalement exploser. Donc, comme les autres dons, nous l'avons gardé en bloc, très classé, et ça sera inscrit et communicable en semi-libre accès. En fait, c'est toujours un peu la même chose. La décision a été prise de ne pas remonter les ouvrages, d'éclater aussi chaque bibliothèque, parce que ça irait dans différents endroits. On préfère garder en masse, et en plus c'est beaucoup plus représentatif de ce que faisait le donateur. Et alors, ici, voilà le type de fonds qui ont déjà été traités et catalogués d'une certaine manière, différemment des ouvrages qu'on peut trouver en rayon. Voilà le fonds Ménial, qui est resté dans sa totalité, avec une cote un peu particulière, le nom du donateur et un numéro d'ordre. Et ces ouvrages, maintenant, apparaissent au catalogue. Et ça sera comme ça, à terme, pour tous ces fonds. Tous ces dons, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes. Enfin, la plupart, je n'ai pas connu M. Martin, mais Madame Follen, M. Bédarida étaient vraiment des gens chez qui j'avais beaucoup de plaisir
à me déplacer. Et au fil de mes voyages, de mes visites chez eux, une certaine complicité a été nouée. Je pense notamment à Jacqueline de Romilly, que j'ai eu la chance de connaître en pleine activité. Et je connaissais son appartement. Je dois dire que j'ai été très triste juste après son décès de voir enlever tous ses ouvrages. Mais c'était la volonté de Jacqueline de Romilly de donner sa bibliothèque ici à l'école. Et bon, on y trouve évidemment beaucoup de choses déjà sur rayon, mais c'est un très beau témoignage avec beaucoup d'annotations dans les ouvrages, comme d'ailleurs Merleau-Ponty. Voilà, donc c'est une petite séquence émotion. À chaque fois, je me souviens des lieux, des gens, et c'est des bons moments. Ici, nous avons la bibliothèque de Bernard Dorival, beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'art. Là aussi, des matinées entières à non seulement choisir les ouvrages, les mettre en caisse, mais aussi à écouter ces récits, et c'était particulièrement sympathique. Voilà, donc j'aimais beaucoup Monsieur et Madame Dorival. Pour terminer la visite, comment ne pas montrer, alors ce qui n'est pas vraiment un don, c'est plutôt un dépôt. Alors PPM, maintenant je crois que ce site est vraiment connu. Monsieur Petit-Mangin m'a demandé d'abriter ses archives. Alors il y a vraiment de tout, il y a de la comptabilité, il y a ses voyages, il y a ses publications. Donc voilà, c'est une annexe de Monsieur Petit-Mangin qui de temps en temps vient retrouver avec parfois du mal parce qu'il y a beaucoup de choses comme vous voyez, mais il s'y retrouve et de temps en temps il vient chercher quelque chose qui lui semble indispensable 20 ans après. Il retrouve des... Voilà. Alors, il y a un peu de tout. Vous voyez, ça peut être ça peut être une boîte de comptabilité. Beaucoup sur ses voyages aussi à travers l'Europe et le monde. Puis des publications, guide de l'épigraphiste. Donc, j'hésite entre don ou dépôt. Mais il cohabite très bien avec tous les grands donateurs. Et donc, je me suis constitué un bureau, puisque j'y travaille beaucoup. Chaque don demande un examen très précis, très long de chaque ouvrage. Et voilà, je me suis installé ici avec le bureau, l'ancien bureau de Monsieur Petit-Mangin. Donc ici, nous arrivons au terme de notre promenade dans ce sous-sol. Très souvent, mes collègues ou mes responsables me demandent pourquoi uniquement cette face est encore dans cet état. Alors j'ai mis un point d'honneur à ne pas la ranger jusqu'à mon départ et garder ça comme témoignage de ce qu'était la bibliothèque avant même que je commence à la ranger il y a plus de 15 ans. D'ailleurs, à cette époque, on m'avait pris pour un petit peu un fou en me disant « vous n'y arriverez jamais ». Et voilà, on a réussi à réorganiser tous les épis. Mais il faut savoir que tout était comme ça il y a 20 ans. Depuis le départ, depuis l'entrée de la bibliothèque. Et il faut savoir qu'ici, il y avait des étagères en bois, de vieux lampadaires, et ici on allumait, alors on risquait souvent de prendre une châtaigne avec des vieux interrupteurs en porcelaine, complètement dénudés. Donc ce sous-sol a été quand même correctement rénové, mais comme on a pu le voir, tout était arrangé. Il y en avait dans tous les sens, et dans des cartons et autres, et au fil des années, on a réussi à enfin tout ranger et on s'y retrouve totalement. Voilà un peu l'histoire du sous-sol.
Alors on va commencer par les débuts du héros picaresque, Gérard, c'est-à-dire comment tu es arrivé à l'école et à la bibliothèque d'abord. Il faudrait que tu nous racontes cela. Très bien. Donc, c'est une longue histoire. Je suis arrivé en stop. Et en fait, j'arrivais des vendanges depuis le Gard. Je m'apprêtais à partir en Grèce, faire la saison des oranges. Et aux grandes dames de mes parents, très affolés, ils ont alors contacté un ami syndicaliste breton. Et à l'époque, le piston marchait encore un peu et m'a trouvé un poste à l'école. Donc pendant un an, de 79 à 80, j'ai fait des petits boulots à ENS. Alors un peu de tout, la loge, la veille de nuit, la cantine, l'entretien. Et voilà, pendant un an, ça s'est passé comme ça. Au bout de la première année, j'étais quand même un peu las de ces travaux, j'ambitionnais à d'autres tâches. Et j'ai appris qu'un des magasiniers avait été surpris dans les rayonnages en train de dormir, donc a été viré immédiatement, et le poste était vacant. Et j'ai donc rencontré Madame Boulez, et j'ai montré mon intérêt pour ce poste. Et c'est ainsi que j'ai obtenu un rendez-vous pour octobre 1980 avec M. Petit-Mangin. Donc pendant un an, je suis resté à faire du petit boulot dans l'école. Enfin, une noble tâche, mais j'aspirais vraiment à autre chose. Et quand tu es rentré à la bibliothèque, donc tu as été magasinier. Alors, j'ai donc obtenu ce rendez-vous avec M. Petit-Mangin. Madame Boulez, qui m'a accueilli, m'a conduit dans son bureau. Et après quelques questions, il était d'ailleurs un petit peu surpris de mon look, assez inhabituel à l'école. Et après m'avoir mis en garde sur le comportement à avoir avec la population normalienne, c'était pas forcément mes copains, il m'a dit oui, je vous prends à l'essai. Et ainsi, j'ai été engagé à la bibliothèque. C'était ma première rencontre avec M. Petit-Mangin. Et il m'a pris donc à l'essai. Et ces débuts à la bibliothèque, ils se sont passés comment? Tu étais logé dans l'école ou à l'extérieur? Alors, c'était à l'époque, on appelait ça le pavillon. Un étage, le deuxième étage était réservé au personnel de l'école, les agents techniques. Et donc, pendant un an, j'ai pu habiter, 2 ans, pardon, j'ai pu habiter dans le pavillon. Et au premier étage, résidaient les élèves de l'école. Donc, j'ai commencé le 9 octobre à la bibliothèque. Et évidemment, j'étais briefé par Madame Boulez immédiatement. Et elle après m'avoir fait visiter les différentes salles, m'a confié au magasinier qui était en place, Alain Massard, et qui a été vraiment mon maître dans les différents exercices ou dans les différentes tâches de magasinier, à savoir ranger, connaître les salles, les formats, puis l'équipement des ouvrages. La taille de la bibliothèque était moindre, et puis l'équipe était plus réduite, certainement. Alors, à cette époque, il devait y avoir une vingtaine de personnes. Une majorité de femmes, puisqu'il y avait seulement 2 magasiniers masculins, M. Boulez et M. Petit-Mangin. Le reste de l'équipe était composé de femmes. Alors, il y avait 3 femmes de ménage à l'époque, qui s'étaient réparties les différentes salles. Il y avait un poste de catalogage, le poste de cotation des ouvrages. Françoise Zoffran s'occupait des archives de l'école et Nicolas Hart des périodiques.
Le catalogage était supervisé entièrement par Monsieur Boulez. Madame Boulez, quant à elle, chapeautait toute la logistique, les achats, et gérait évidemment tout le personnel. Et les lieux étaient plus restreints, non, parce qu'il n'y avait on allait que jusqu'à la salle 5, c'est ça ou... Alors, à cette époque, la salle 6 n'existait pas. Il y avait, tout départ de cette salle, il y avait le bureau de M. Petit-Mangin, suivi de la salle du secrétariat de la bibliothèque, puis la salle Pélagie, et tout au fond, jusqu'à la rotonde, une salle de cours qu'on appelait la salle d'histoire. Et puis la salle des périodiques n'était absolument pas dans la configuration actuelle. Et bien sûr, il n'y avait pas le NIR, puisque c'était encore un bâtiment habité par les élèves et les agents. Oui, la bibliothèque était plus réduite, il y avait même moins de bureaux, il me semble, enfin moins de bureaux aussi. Et alors, sur l'équipe, il y a évidemment des personnels encadrants avec qui tu as été évidemment en relation plus proche. Enfin, je ne parle pas de Petit-Mangin directement, mais il y avait Madame Boulez, certainement, qui avait un rôle... organisateur, peut-être plus... C'était... en fait, par rapport à cette période, enfin à la période actuelle, il n'y avait pas de responsable de secteur, proprement dit. Madame Boulez veillait sur tous les secteurs. Donc c'était elle qui gérait vraiment l'ensemble du personnel et Monsieur Boulez, lui, ne s'occupait absolument pas, se contentait de la cotation de la cotation, du catalogage et bien sûr des acquisitions après avoir dépouillé toutes les bibliographies françaises et étrangères. Et Madame Boulez faisait régulièrement un compte-rendu précis en milieu de matinée auprès de M. Petit-Mangin, donner l'état des troupes, les présences, et puis on peut dire que c'était Mme Boulez qui gérait tout le personnel. Et alors, il y avait des réunions du samedi, mais c'était entre M. Petit-Mangin et qui le samedi? C'était... il y avait des... Il profitait du samedi pour pouvoir, certaines personnes de la bibliothèque, faire un peu le point. Etc. Avec les uns et les autres? Oui, j'étais souvent en première loge. D'ailleurs, il avait la très très bonne habitude de me convoquer le samedi à 12h20, en me disant « Cher ami, pouvez-vous venir me voir pendant 1 minute ?» Et donc je me dirigeais vers son bureau, après avoir frappé, j'entendais « Ouais !» Donc, et là, m'accueillait « Ah, voici l'homme précieux » et autres, et sortait la feuille qu'il m'avait préparée une semaine avant, faire le point de ce qui avait été réalisé, et commencer à rédiger ma feuille de route pour la semaine suivante. Donc mais il recevait aussi plusieurs de mes collègues, si le temps lui permettait, pour faire... Et ça veut dire que pour toi, la feuille de route, ça voulait dire que tu avais justement un travail précis ou des tâches précises à faire, et donc ça correspondait aux tâches que tu avais à faire, oui, absolument, ou à régulièrement, ou alors à des choses exceptionnelles, ou justement un mélange des deux. Bon, sur le travail quotidien, pour les sorties hebdomadaires, les nouveautés, on y passait peu de temps. Ce qui le concernait beaucoup plus, c'était l'état des salles. Est-ce qu'il y avait bien
toutes les publications pour les lecteurs, est-ce qu'il y avait un secteur qui était embouteillé et prévoir un grand déménagement et comment le réaliser, quelle cote allait bouger. Donc je devais préparer les plans d'attaque, quoi. Donc déjà là, tu avais une fonction de gestion des espaces que Petit Mangin t'a confié. Absolument, j'ai été un peu le spécialiste des logistiques. Alors il n'y avait pas seulement la gestion des espaces dans tes tâches, il y avait aussi la fabrication maison d'instruments à l'usage des lecteurs. Bien sûr. Catalogue bibliographique, Absolument. catalogue de types d'ouvrages, comme les mélanges. Non, mais il y avait plusieurs catalogues qui étaient disposés dans différents endroits stratégiques de la bibliothèque. Dans toutes les salles, on y retrouvait le catalogue des mélanges, le catalogue des périodiques, toutes les publications de professeurs, des bibliographies. Certains professeurs avaient travaillé dans pas mal de domaines et toutes ces publications étaient photocopiées et mises à la disposition des lecteurs. C'était un peu sans fin, chacun pouvait se servir sous l'œil de Lucien R, là où elle s'était placée, et embarquer ses... Voilà, comme les nouveaux élèves recevaient l'emplacement des cotes avec le plan, ce qui leur permettait de s'orienter dans la bibliothèque. Donc j'étais chargé de toutes ces publications, des photocopies, etc., et de la distribution dans la bibliothèque. Oui, donc ça c'est évidemment très important parce que c'est tout ce qui permet justement à des nouveaux élèves en particulier de s'habituer à la recherche, et en même temps de s'habituer à la topographie, puisque je crois que les cotes étaient systématiquement indiquées Bien sûr. dans tous ces registres bibliographiques. C'était non seulement des instruments de recherche, mais des instruments topographiques en même temps. Enfin, les deux étaient... Absolument. Chaque titre renvoyait à une cote et la cote à un emplacement, le nom de la salle même c'était plus affiné que ça puisque il y avait le numéro de dépit, on pouvait trouver la cote LGC par exemple, salle 2 et puis inférieure aux mezzanines. Donc c'était dès lors que le lecteur savait où se trouvait l'archéologie, l'histoire ancienne, le grec, le latin, muni de ce petit fascicule, retrouvait immédiatement les ouvrages. C'est ce qu'on espérait en tout cas. Oui, oui. Alors on pourrait dire un mot des relations de travail dans l'équipe et puis un peu du rythme journalier ou saisonnier du travail de la bibliothèque, les grands travaux à certains moments, la rentrée, des périodes un peu de coups de feu, et puis comment se répartissaient les tâches entre vous à ce moment-là, ou avec qui tu travaillais à différents moments. L'événement de l'année, c'était évidemment la rentrée des élèves, puisque étaient organisées des visites par groupe de 30, 40. D'ailleurs, j'ai souvent mené des groupes. Alors c'était évidemment présenter la géographie et comment retrouver un livre, qu'est-ce que c'est comment étaient classés les ouvrages par format, que voulaient dire les cotes, mais aussi savoir chercher dans le fichier qu'est-ce que évidemment était un mélange, où on pouvait trouver les périodiques, les collections, ce qu'on appelait les ouvrages anonymes, à savoir 3 auteurs,
et puis sur des auteurs plus difficiles. Je pense notamment à Cicéron, comment chercher dans le fichier. Il est vrai qu'on l'a oublié, mais comme la recherche pendant énormément de temps s'est faite avec les fichiers papier, avoir une expertise là-dessus, c'était très important parce qu'on pouvait s'y perdre très facilement. On pouvait très facilement, en réalité, ne pas trouver un certain nombre de livres dans ce fichier si on ne connaissait pas les petites règles. Ah oui, c'était très méthodique. Tout d'abord les œuvres de l'auteur, puis ensuite, après les œuvres de ce même auteur, il y avait des mentions préfaciers, traducteurs, etc. Donc, ce qui arrivait vraiment après les œuvres. Donc, il y avait quand même une méthode de recherche pour quelqu'un qui n'était absolument pas initié. Ça pouvait vite déboucher sur « Ah, on n'a pas cet ouvrage ». Donc, il y avait une volonté d'initiation à la recherche. Et toi, tu participais justement à ces visites pédagogiques. Un peu plus tard, pas au début, mais oui. Quand je suis devenu bibliothécaire en 2006, cette tâche m'a été confiée. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des relations entre les différents services. Évidemment, on avait de bonnes et des relations obligatoires avec le service de catalogage, de cotation, oui, on était amené à travailler avec tout le monde. En plus, les magasiniers s'occupaient 2 fois par jour du courrier, donc on passait dans les bureaux. Mais contrairement à aujourd'hui, c'était quand même très cloisonné, sous haute surveillance. Ça ne papillonnait pas dans tous les bureaux. Chacun... on appelait vraiment le bureau de la cotation, le bureau des archives, le bureau des périodiques, et les gens s'y tenaient du matin au soir, en fait. Si l'on avait à sortir de sa tâche, il fallait en référer au-dessus, en fait, en quelque sorte. Pas vraiment, mais il fallait que ça soit, on va dire, justifié. Moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup avec Nicole Hart, parce qu'il y avait une sortie hebdomadaire des périodiques, et bon, c'était une raison tout à fait légitime d'aller voir les uns et les autres. Alors, une question importante, c'est ton évolution professionnelle. Comment tu as fait évoluer ton travail au fil des ans. Tu as fait un cursus d'études aussi, et puis tu as progressé. Tout à l'heure, je parlais de mon arrivée à l'école. Donc, j'étais pensionnaire dans un lycée à Dinan. Et j'ai été mis à la porte. Le lycée ne voulait plus de moi. Alors la raison était que j'étais un grand militant contre la marée noire, la Moco Cadix, et j'ai un peu agité les rues de Dinan, dans les Côtes d'Armor, qui à l'époque s'appelait les Côtes du Nord. Et donc voilà pourquoi après je ne me suis pas réinscrit au lycée, de toute façon parce que je ne pouvais plus, je n'étais plus accepté à l'internat, et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une chambre à Dinan, qui était quand même à 25 km de mon domicile. Donc voilà comment je suis arrivé, sans aucun bagage vraiment. Et M. Petit-Mangin, qui commençait à en croire en mes chances, dans un des premiers rapports professionnels, m'avait qualifié de magasinier hors pair. Alors bon, c'était très agréable de l'entendre, mais je voulais en savoir plus, et lors de l'entretien dans son bureau, il m'a dit qu'il fallait absolument que je repasse mon bac, parce que lorsque j'ai quitté le lycée, c'était à 2 mois du bac. Alors autant dire que j'ai été félicité par la famille.
Donc c'était un peu dur, j'ai passé quelques nuits agitées, puis finalement je me suis dit, bah ouais, je vais passer le bac. Alors je me suis inscrit à Arcueil, au CNDP. Malheureusement, mes excellentes notes du bac de français en première n'étaient plus valables, donc il a fallu repasser par la case départ. Et donc pendant 2 ans, j'ai bachoté, c'est le moment de le dire, sans voir un prof. Et tout ça après le travail, quoi. Donc c'était un peu dur, mais le succès était là. Et donc j'étais enfin bachelier. Et Petit Mangin n'a pas lâché l'affaire. Monsieur Petit Mangin m'a conseillé de passer le concours de bibliothécaire, qui s'appelait à l'époque le CAFB. Et m'a fait miroiter une place de bibliothécaire en cas de succès. Donc je me suis exécuté, le résultat était aussi au rendez-vous. Donc comme il croyait encore plus dans son poulain, si je puis dire, il m'a dit que ça serait bien de m'inscrire à la fac. Et notamment en italien, il me fait miroiter un éventuel échange avec Pise, si... bon, c'était évidemment la cerise sur le gâteau, j'y ai pas trop cru, mais je me suis inscrit, donc j'ai eu le droit à l'italien, de l'anglais, même un peu de roumain. J'ai fini par de la linguistique, le tout en travaillant. C'était toujours les cours du soir. J'étais pas très très copain avec Benveniste et Saussure, mais il fallait y passer. Et voilà, donc tout ça m'a permis d'avoir le poste de bibliothécaire en 1986. Je dois dire que c'était d'autant plus rude tout ça, après une journée de travail. C'était à Paris 3, à Sancier. Je venais d'être jeune papa. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est que ma femme, quand elle a repris le travail, elle travaillait 2 nuits sur 4 à Nanterre. Autant vous dire qu'elle m'a récupéré quelques matins, voilà, la tête évanouie dans les livres. Mmh. Mais bon, ça reste un bon souvenir, ce fut rude quand même. Donc là, c'est Monsieur Petit Mangin qui t'a mis le pied à l'étrier, on peut dire, enfin on peut dire quelque chose comme ça. Enfin, il a tenté de me réveiller en disant me racontant tout le temps que c'était sans doute un gâchis, que je pouvais faire mieux. Et bon. Donc ça a réussi. Enfin, tu as réussi. Ça. Ouais, mais bon, j'étais encouragé par plein de collègues et mais c'était dur, très dur. Entre 2 biberons, lire une page de Saussure, c'était pas évident. Mais bon, je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont poussé dans cet exercice qui a duré au total, entre le bac et le reste, je dirais 6 années, quoi. J'y prenais goût. Alors si on reste sur... Petit Mangin, Monsieur Petit Mangin et toi, est-ce que comment ça se passait avec lui au quotidien, un peu comme cela où, il avait un bureau spécial où il y avait le nom de Pélagie dedans. Non, c'est pas donc, ça. On a évoqué tout à l'heure la salle 6. Oui. Alors, juste après la salle 5, on pouvait accéder à son bureau. Puis on pouvait aller dans un petit couloir à côté de son bureau. Juste après son bureau, il y avait le secrétariat de la bibliothèque. Et ensuite, la salle Pélagie, qui était son lieu de travail, mais un petit peu externe aux besoins de la bibliothèque. Pour la recherche. C'était pour la recherche. Et les 3 bureaux étaient vraiment... dans un état, il y en avait partout, quoi. Mes îles devaient se retourner, parce que je pense que s'il y avait une panne du rangement de bureau, Monsieur Petit Mangin l'aurait obtenu. Donc, oui, c'était un personnage fier de mon succès, ou content, pour moi, très exigeant
en disant vous avez ça, maintenant vous avez des responsabilités, cher ami. Donc il mettait la barre assez haute. Il envisageait ta progression professionnelle aussi, justement, dans le cadre de tes fonctions vraiment à la bibliothèque, pour que tu t'épanouisses et que tu assumes plus de choses à la bibliothèque. Oui, déjà le fait de me confier un groupe à l'entrée de septembre, ça signifiait des choses. Mais aussi pas mal de contacts. Il me laissait quand même rencontrer des gens de l'école, les intendants, petit à petit, les choses sont venues et j'ai pu ainsi élaborer le fichier des tirés à part, des tirés à part par milliers qui dormaient dans des caisses et que personne n'avait exploré. Donc j'ai pu inscrire ainsi 20 000 tirés à part. Oui, c'est énorme, c'est absolument énorme cette tâche-là sur les tirés à part et ce fond de tirés à part, c'est encore un fond qu'on a tendance à oublier maintenant, mais qui apparaissait avec sa lisibilité dans le catalogue. Alors les contraintes c'était basique, on retrouvait les tirés à part qui avaient un numéro d'ordre classé soigneusement dans les boîtes vertes. Mais le catalogage n'est pas du même niveau qu'actuellement. Aujourd'hui, il y a plus de contraintes, mais ça permettait de connaître l'existence de ces tirés à part. C'était pour la moitié, il s'agissait de choses n'existant pas à la bibliothèque. Oui, c'est ça, c'était absolument énorme. C'est absolument énorme, en fait. Et puis, les tirés à part, c'est par définition des choses qui sont normalement invisibles, pratiquement. Et là, d'un coup, il a fait une mine. Tu as rendu visible par ton travail un nombre de travaux savants auxquels on n'aurait même pas pu penser, parce ça n'existe pas. Leur invisibilité les rendait totalement... sans usage possible. J'ai pu ainsi travailler avec normalienne, Pascal Humel, qui elle aussi enregistrait des tirés à part, puis le père Rousse Lacordaire, qui est à la bibliothèque du Solchoir. C'était assez drôle de faire ça, et puis on était assez efficace. On arrivait à en inscrire une centaine par jour. Et le public qui a eu connaissance de ce nouveau fichier était très friand et les demandes affluaient. Alors si on regarde un peu la gestion des espaces, elle est liée aussi, alors ici même d'ailleurs dans le sous-sol, au traitement des dons, à l'arrivée des dons. Et tu étais aux premières loges, évidemment, pour l'arrivée des dons, le traitement des dons et tout ce circuit. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur comment Petit Mangin voyait la politique des dons, comment il faisait venir des dons, comment ça se passait ensuite pour les traiter, les ranger, enfin même les faire arriver à l'école? Donc, Monsieur Petit Mangin, non seulement recevait le personnel, mais connaissait énormément de normaliens ou non-normaliens qui possédaient de très très belles bibliothèques. Et au fil des rencontres, des repas tout à fait sympathique, évoquait l'idée de rapatrier les bibliothèques qui prenaient énormément de place chez ses lecteurs, qui souhaitaient les mettre en lieu sûr, et beaucoup d'entre eux considéraient que la bibliothèque de l'école normale était vraiment le bon choix, qu'il serait
traité avec beaucoup de soin et mis à la disposition du public. Ces lecteurs étaient des archicubes. Pour la plupart, oui. Pour la plupart, oui. Oui. Alors, je pourrais en citer quelques-uns. Je pense notamment à M. Bonnet, à Follen, à François Pédarida, à Maurice de Grandillac. Et puis, beaucoup, c'était vraiment des arrivées massives et ça se savait, donc peut-être de bouche à oreille ou autre. On a pu aussi avoir la bibliothèque de Jacqueline de Remy, Merleau-Ponty, et c'était vraiment à la fois émouvant et utile. Donc il y avait une expertise, souvent M. Petit-Mangin et M. Boulez, et moi je servais à la fois de chauffeur et de manutentionnaire, et sur place étaient triés les livres. Très très souvent on rapatriait tout, contrairement à maintenant où on considère qu'on a moins de place. On rapatriait généralement l'ensemble. Je pense notamment à la bibliothèque de M. Demargne, ou Louis Robert, où on a quasiment tout pris. Donc c'était une logistique et une organisation considérable d'amont en aval. Alors, M. Petit-Mangin avait d'excellentes relations avec le département de physique, qui possédait une estafette. Et on était un des rares services à pouvoir l'emprunter pour rapatrier des choses, des dons de cette ampleur. Donc je conduisais l'estafette. Une fois sur place, on mettait en carton. On vidait quasiment l'appartement. Et c'était descendu dans le sous-sol Eras, donc ici. On essayait en amont de libérer l'espace utile nécessaire. Et après, quelques jours après, avec M. Boulez, on attaquait la mise en place de ces ouvrages, un classement. Alors très souvent, la bonne connaissance des fonds de M. Boulez permettait d'extirper immédiatement des ouvrages qu'on n'avait pas. Et là, c'était traité dans la foulée, enfin traité, catalogué, coté, etc., et mis sur rayon. Et puis pour le reste, chaque ouvrage était vérifié, donc il fallait aller voir au fichier papier, et puis sur rayon, vérifier l'existence ou l'état de l'ouvrage. Donc c'était un travail absolument colossal. Parce qu'un don, un grand don, c'était combien de volumes à peu près dans les plus grands dons, peut-être, ou les plus importants qui viennent? Moi, je pense à mon don au Bonnet. Avec M. Boulez, on est resté une semaine rue du Renard, en face Beaubourg. Et il y avait partout. L'appartement était immense. Et il y en avait absolument partout, sous les tables, dans les WC, dans la salle de bain. Et ça a duré une semaine. Et on a réussi, au fil des jours, à préparer, à classer, à organiser. Et beaucoup d'ouvrages ont rejoint les rayonnages. Ensuite, il restait les doublons. Mais là, c'était, encore à cette époque, c'était extrêmement problématique. M. Petit-Mangin ne voulait absolument pas dire qu'on avait des ouvrages et des espaces. La peur que les autres départements, le CNRS, se jettent sur ces espaces et nous virent. Donc, il fallait être très, très discret. Et c'est pour ça qu'au fil des années, il y a eu une accumulation énorme d'ouvrages. Et depuis maintenant quelques années, je rattrape ce temps, on va dire, perdu. Alors j'ai une anecdote qui vaut son pesant d'or, parce que nous partions
avec M. Boulez et M. Petit-Mangin, moi au volant, visiter une bibliothèque chez un mourant, je dois te dire ça, c'est malheureusement. Mais en route, boulevard Montparnasse, M. Petit-Mangin crie stop, arrêtez-vous. Alors je m'arrête dangereusement, boulevard Montparnasse. Lui, il traverse encore plus dangereusement le boulevard Montparnasse et va saluer un vieil homme, parle quelques minutes avec lui et revient, tout sourire. Et nous dit cet homme n'est pas très très en forme, mais il a une très belle bibliothèque. Alors voilà un petit peu comment vous pouvez récupérer des dons. Et on est allé donc chez cette personne qui était effectivement pas du tout en forme, qui avait une bibliothèque magnifique. Et 2 jours après, on a appris son décès. Et voilà, et ce qui a fait dire à M. Boulez, cette fois-ci, Bizel, mon petit, nous sommes des fossoyeurs. Cette phrase m'avait beaucoup marqué. D'autant plus que cette personne que je connaissais bien, lui et sa femme, qui fréquentaient à un moment où ils étaient encore en forme, fréquentaient la bibliothèque, c'était toujours des gens très sympathiques, chez qui j'avais l'habitude d'aller. Et cette fois-là, il était allongé, il ne voyait quasiment plus. Était allongé sur son lit, mais nous guidait, vous êtes où là? Et retrouvait chaque lit, était capable de nous indiquer la totalité de sa bibliothèque. C'était émouvant aussi, en quelque sorte. Ah oui, enfin, oui, touchant. Ouais. Le fonds Canguilhem, qui est maintenant au CAFES, je dois dire que j'étais assez impressionné de rentrer du côté de Versailles, dans son pavillon, et de voir l'état de son bureau, tout était là, sa veste. C'était des moments très très émouvants qui m'ont un peu marqué d'ailleurs. Rentrer dans l'intimité de ces gens. J'ai eu la chance de connaître aussi Jacqueline de Romilly, très en forme, d'ailleurs qui avait visité ce sous-sol Erasme. Elle faisait partie à l'époque des Conseils des Sages et je suis retourné juste après sa mort pour récupérer sa bibliothèque. Et j'ai retrouvé pas mal d'affaires à elle et c'était triste, c'est très émouvant. Alors il y a un chapitre un peu différent de ton travail qui est le travail sur le concours, pour la préparation du concours, la mise à disposition des ouvrages pour le concours. Oui. Et au début, tu étais associé à Madame Boulez pour cette... Oui, j'étais même... c'était elle qui gérait ça et qui discutait avec les différents professeurs, qui faisaient leurs choix. Ça se passait pas exactement comme maintenant d'ailleurs, puisqu'on remontait l'ensemble du concours, qu'on mettait sur des grandes tables en bois dans la bibliothèque, et là les professeurs venaient faire leur marché. Et moi je servais surtout de transporteur. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas que des bons souvenirs. Parce qu'à l'époque, alors qu'il y avait déjà tous les candidats, Madame Boulez ouvrait la route et moi je transportais les ouvrages sur les chariots en fer. Autant dire que pour la discrétion, c'était même pas à peine d'y penser. Imaginons Madame Boulez ouvrir la route, c'était... Et ensuite, tu t'en es occupé. Et après le départ de Madame Boulez, dès qu'elle est partie à la retraite. Voilà, j'ai pris le flambeau. Maintenant, je reçois les différents jurys de français, de latin, de grec, dans le sous-sol du NIR où est installé un fonds assez important d'ouvrages. Et les membres du jury font leur marché. Et pour le jour J, je fais distribuer les ouvrages dans les différentes salles. Sachant que c'est un peu compliqué puisque le AL a souvent lieu en même temps que le BL et souvent le même auteur est très demandé par les deux jurys. Voilà, donc je les mets en relation les uns avec les autres et puis se passent les ouvrages. Les concours AL et BL, c'est ça? Oui, il faut dire un mot là-dessus. Oui, donc c'est le concours d'entrée à l'école.
des candidats qui sortent de Cagnes se présentent au concours d'entrée à l'école, ce qui est extrêmement difficile. Alors il y a deux concours en lettres, puisqu'il y a aussi tous les concours scientifiques dont je ne m'occupe pas. Alors il y a le AL qui est essentiellement littéraire. Il y a 3 jurys de français, un jury de grec et 2 de latin. Et on met à disposition des candidats dans la salle des actes tous les usuels, des encyclopédies, des dictionnaires, etc. Et parallèlement, il y a le concours BL. On y retrouve bien sûr le français, très peu de latin, très peu de grec. Et il y a une dominante un peu plus économique que le AL. Mais maintenant apparaissent aussi des options, notamment l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais. Mais on retrouve parfois un candidat pour le russe ou pour le polonais, pour le chinois, enfin, l'arabe, l'hébreu. Et on doit quand même fournir les ouvrages pour les membres du jury de concours. Donc même s'il y a un candidat, on doit mettre à disposition l'œuvre. Et donc avoir plusieurs exemplaires. Oui. Alors chaque ouvrage, normalement, est donné en 3 exemplaires. Ce qui nous oblige... Mais bon, dans l'ensemble, le fonds présente 3 exemplaires. Surtout sur les auteurs comme Baudelaire, Proust et Malraux, on trouve facilement. Donc le fonds de concours est classé chronologiquement du XVIe au XXe siècle. Et des membres du jury que j'ai connus il y a quelques années comme participants au concours et sont devenus à leur tour membres du jury. Donc ça leur rappelle quelques souvenirs. Et bon, ils viennent faire leur marché. C'est assez drôle. Ils font leur emplette. J'ai une question inédite qui me vient à l'esprit et que Monsieur Petit-Mangin n'a jamais fait partie du jury du concours. Tout à coup, c'est une interrogation et une surprise pour moi, maintenant que j'y pense. Pas à ma connaissance. Oui. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Parce que je sais que une fois qu'on était rentré, on était accueillis par l'équipe de l'école où il était, et en fait, lui ne faisait pas partie des membres du jury. Il était dans l'équipe d'accueil, à côté de Christian Père et d'autres gens qu'on avait pour nous juger quand on entrait, et lui n'a... Mais M. Petit-Mangin occupait évidemment les fonctions de directeur de la bibliothèque, mais également était sous-directeur de l'école. Donc peut-être qu'à ce titre, intervenait au moment du concours. Et une des autres fonctions, c'est la constitution de la bibliothèque d'agrégats d'histoire. Et ça, c'était un moment important dans l'année, puisque les élèves, conseillés par leurs profs, réunissaient environ 450-500 ouvrages mis à leur disposition pendant la préparation de l'agrég. Et ce fonds, on l'installait dans la salle des périodiques. Et pendant 3 mois, personne d'autre ne pouvait emprunter ces ouvrages. Vraiment mis. Donc c'était vraiment très luxueux pour eux. Ils avaient tout à portée de main et certain que ça ne serait pas emprunté par les autres lecteurs. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la bibliothèque d'histoire, enfin l'agrég d'histoire. Il y a actuellement une vingtaine d'agrég en route, moins importante que l'agrég d'histoire, mais
Oui, on compte entre 15 et 20 à ce jour agrègues en lettres classiques, lettres anciennes, en allemand, etc. etc. Enfin, Il est vrai que les livres pour l'agrégation d'histoire constituaient un ensemble beaucoup plus volumineux et important que ce n'est le cas pour les autres agrégations, Oui, il me semble. absolument. C'est vraiment un instrument de travail majeur pour les agrégatifs d'histoire. Donc aujourd'hui, grâce à l'informatisation, les ouvrages sont enregistrés dans un fichier, obtiennent un statut bien particulier qui signifie que l'ouvrage peut être emprunté selon les désirata du prof, 3 jours, 4 jours, mais ne peut pas être emprunté par d'autres lecteurs que sinon les agrégatifs. Et leurs profs, évidemment. Et impérativement, doivent les rendre au bout de 3 jours, 4 jours. C'est un grand service et c'est très, très utilisé par les différents enseignants de l'école. C'est un nouveau service qui s'est très très bien développé et très apprécié. Alors il y a une autre chose qui s'est produite évidemment au cours de l'histoire de la bibliothèque et dont tu as été l'un des acteurs, il y a eu une réaffectation de locaux au profit de la bibliothèque, et puis il y a eu le nouvel immeuble râteau qu'on appelle le NIR, qui a été construit et ouvert, et là il y a eu un redéploiement des collections et des fonds selon les salles. Ça a été un chantier assez considérable. Alors, il y a eu 2 étapes, effectivement. Donc, avant 1995, il y avait ces salles dont on a parlé tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, plus le sous-sol Erasme, et les quelques bureaux. En 1995, il y a eu la création de la salle 6, puis le nouveau bureau de M. Petit-Mangin, le bureau actuel de la direction, avec le secrétariat à côté, et 2 petits bureaux annexes, plus la réfection de la salle des périodiques, et la réfection du sous-sol Erasme, tel qu'il est actuellement. Et la salle 6 a été une bouffée d'oxygène énorme. Donc, après la réception de ces locaux, il a fallu, bien en amont, il fallait imaginer à quoi ressemblerait la bibliothèque. La salle 6 a été vraiment une très grande bouffée d'oxygène parce qu'elle a permis de piocher un peu dans chaque salle des cotes qui étaient, on va dire, autonomes, pas forcément liées. On ne pouvait pas couper par exemple l'histoire ou la philo. Donc on a pris les beaux-arts, on a pris la cote HF, sans toucher à HM, et puis ça a permis de faire des trous. Enfin, c'était un jeu de chaises musicales. L'idée était de creuser dans chaque salle pour pouvoir aérer toutes les collections sans casser l'organisation thématique ou disciplinaire, voilà. de façon trop grave. Il était hors de question de découper le latin ou séparer le latin du grec, hein, ils s'entendent trop bien. Donc, mais il fallait que ça tourne. Il y avait des codes comme SEJ par exemple, ou les thèses. Alors les thèses ont tout vu, elles connaissent toutes les salles, y compris le sous-sol Erasme. Mais ça a été vraiment une bouffée d'oxygène. Donc ensuite, il a fallu tout changer. Il a fallu changer les plans, il a fallu les petits fascicules qu'on distribuait aux lecteurs, refaire toute la signalisation sur les épis. Ça a été vraiment un travail colossal et fait en interne. Et si je ne me trompe, pratiquement moins de 10 ans après, il y a eu l'ouverture du NIR, non, voilà. à peu près. Alors le NIR,
c'était pour moi très bien. Laure Léveillé, à l'époque directrice de la bibliothèque, m'a demandé si je voulais le faire en interne ou faire appel à une entreprise extérieure. Et moi, j'ai décidé de le faire en interne. C'était un très très gros chantier. Et ce bâtiment nous a été vendu comme quelque chose d'absolument exceptionnel et grâce auquel on pourrait tenir pendant des années en termes d'acquisition. Moi, j'étais persuadé du contraire et j'en donnerai les raisons très rapidement. Donc, Laure Léveillé m'a confié cette mission. J'ai opté immédiatement pour un déménagement en interne qui aurait permis évidemment le reclassement et autres, et de chaque ouvrage, ce que n'aurait sans doute pas fait une prestation extérieure. J'ai mis plus de 6 mois à imaginer à quoi ressemblerait le NIR, toujours dans le souci d'aérer chaque salle et de garder la cohérence des cotes. Ainsi, il y a eu un choix assez logique, c'était d'enlever la théologie et de rapatrier aussi toute la philo. Et puis quelques petites cotes comme le droit, la biographie, donc la cote B. Mais il fallait que tout ça tienne et imaginer l'extension des prochaines années. On savait très bien que la philo demande beaucoup de place. Et on achetait pas mal de choses en théologie également. Il fallait aussi voir que ces prises considérables dans chaque salle allaient permettre d'aérer suffisamment les salles. Et moi, après cette expertise qui a duré 6 mois, qui m'a parfois effrayé parce que je me dis ça passera pas, etc. Et je tenais évidemment compte de l'extension. Je me suis très vite aperçu que, notamment la théologie, allait demander énormément de place. Parce qu'elle était totalement saturée. Chaque casier était archi plein, archi rempli. Et on commençait à mettre des ouvrages à plat par-dessus. Certains ouvrages étaient même par terre, à toute fin juste avant le déménagement. Donc ça voulait dire que pour déménager une étagère, il fallait en compter 2. C'était un principe, ça voulait dire vraiment aérer et permettre l'extension des prochaines années. Donc ça demandait une connaissance intime des achats, des acquisitions, quelle collection était suivie, quel périodique était encore vivant, quel domaine. Il y a des codes comme ça qui sont vraiment voraces. D'autres dorment un peu. Je ne vais pas faire de pub pour les unes ou les autres, je ne veux fâcher personne. Mais certaines cotes génèrent 30 cm à l'année. Il faut peut-être préciser, parce que comme tu emploies le terme théologique, en fait, il ne s'agit pas de... On l'appelle théologie parce que la lettre qui représente les ouvrages qui sont là est la lettre T majuscule. Donc, c'est un procédé mnémotechnique simple de dire théologie, mais pour être clair, il ne s'agit pas de théologie. En réalité, il s'agit d'histoire des religions, de sciences religieuses. Et donc, c'est une cote qui comprend des ouvrages, je ne sais pas, sur les choix politiques du catholicisme au XXe siècle. Enfin bref, c'est de l'histoire religieuse ou de l'histoire des religions, des histoires ou de la sociologie historique des religions, plus énormément d'éditions de textes d'auteurs chrétiens antiques et de patristiques, dont M. Petit-Mangin est un spécialiste. Du coup, il ne s'agit pas tellement de théologie, mais de patristique, d'hagiographie, c'est-à-dire et d'histoire, y compris moderne et contemporaine, autour du fait religieux. C'est ce qui explique que ce soit une cote très, très vivante
Et que donc, ce qui ne s'expliquerait pas si on en parle en termes de théologie. C'est ce que je voulais dire. J'étais à fond dans le Oui. déménagement. Oui, bien donc, sûr, oui, c'est voilà, juste pour préciser. J'ai fait un bond de 10-15 ans en arrière. Donc, Mais reprends le fil, excuse-moi. C'était vraiment ça. Ouais. Donc, c'était un casse-tête assez impressionnant. Et ça s'est tout de même réalisé. Donc, dès l'ouverture de cette salle, les collègues, tous les collègues s'y sont mis, suivant leur disponibilité. Et grâce à des chariots, des caisses, on a commencé à remplir. On a d'ailleurs commencé par la religion. Donc, la cote T. Et puis, rapatrier la philo, etc. En essayant de remplir, comme l'indiquaient mes estimations, de manière fiable pour l'extension, chaque casier. Mais ça a été un gros déménagement. Mais j'ai été absolument convaincu que ce n'était pas suffisant en termes de place. Quitte à faire un bâtiment, ça méritait au moins un étage supplémentaire. Au moins. L'architecte a opté pour des chambres, tant mieux pour les élèves, mais contrairement à ce que beaucoup pensaient, qu'on était tranquille pendant 40 ans, c'est faux. C'était totalement faux. Et ça, pour être sur le terrain chaque jour, La marge de manœuvre, en fait, était beaucoup très... plus réduite et tu t'en es rendu compte tout de suite, très rapidement. Ah oui, avant même de commencer, le fait, encore une fois, de déplacer la religion, il fallait quasiment doubler l'espace. Idem pour la philosophie. Je rappelle quand même que la philosophie, à l'époque, tenait dans la salle 3, au-dessus de l'archéologie et de l'histoire ancienne. Plus une cote qui s'est énormément développée, qui est la cote des SEA, encyclopédie... Publication d'institutions, de toutes sortes. Alors, vous imaginez, en plus, vous y rajoutez la philo, c'est impensable. Impensable. Mais l'architecte de l'époque ne voulait rien entendre. De toute façon, nous, bibliothécaires, on ne connaissait absolument rien. Moi, j'avais émis des doutes. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on est au même point, ce qui nous oblige à maintenant descendre... Oui, tes doutes sont totalement confirmés, malheureusement. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Toute modestie, je pense que j'avais fait une expertise fiable. Et les dés étaient jetés, donc Monsieur Petit-Mangin en tête ne pouvait plus faire marche en arrière. Et faut dire, c'est des charges que la région, etc., nous laissait peu de marge de manœuvre. Oui, la bibliothèque ou même l'école avait une marge de manœuvre très limitée par rapport à la région, à la ville. Oui. Il y a des instances qui finançaient le projet aussi. Enfin, pour moi, c'était superbe. Bon, un peu triste de voir le pavillon dans lequel j'avais habité 2 ans s'effondrer. J'étais présent au premier coup de pelleteuse. C'était assez impressionnant. Et puis on a vu ce nouveau bâtiment sortir de terre. Mais j'ai tout le temps émis des doutes. Et puis, en plus, les chambres au-dessus, on sait ce que ça a pu générer. On était déjà passé par là. Oui, c'est un grand classique, ne jamais mettre des chambres d'internat au-dessus d'une bibliothèque. On le savait déjà et on a refait la même erreur. Et on l'a payé de la même façon, immédiatement. Enfin, voilà, moins grand que l'inondation de 2003, mais on l'a payé régulièrement. Oui. Ce qui explique qu'on voit fleurir des petits seaux, des serpillières dans ce... Mais enfin, ton travail sur lequel tu as cogité pendant 6 mois a quand même
porter ses fruits, mais autant qu'il était possible, hein, c'est certain. C'est-à-dire que les cotes n'ont pas été dispersées, on a retrouvé ces cotes donc qu'on appelle T, mais qui sont de sciences des religions, de la philosophie et puis deux autres cotes de bibliographie, B, et d'histoire du droit, qui sont plus limitées. La bibliographie, c'était facile à manipuler parce que, bon, c'est quand même pas énorme. Mais le souci était de creuser un peu partout quand même. Il fallait ne pas dénaturer en fait l'instrument bibliothèque qui consiste à ce que les thématiques soient toujours groupées en fait, tout en favorisant une marge de manœuvre pour la progression des collections dans chaque espace. Donc c'était un peu la quadrature du cercle et manifestement tu l'as fait au mieux par rapport aux contraintes du bâtiment. Ça, j'avais imaginé énormément de scénarios. Oui. Si j'enlève... au tout départ, j'avais imaginé de mettre la cote BA. Et ça ne passait pas. Donc on a dû se rabattre sur la salle 6 en enlevant des choses. Enfin, c'était vraiment un jeu un puzzle. Il fallait que ça soit bien organisé. Alors, il y a cette question des échanges, tant que j'y pense, même si je saute du coq à l'âne. Petit Mangin a développé la politique des échanges de façon absolument extraordinaire. Oui. De façon extraordinaire, et je pense personne n'a jamais fait ça nulle part. Il a créé des centaines d'échanges avec des institutions étrangères, ce qui a amené un nombre de livres rares dans cette bibliothèque, des collections aussi, pas seulement des livres individuels, mais des collections et des périodiques étrangers absolument rares venant de l'étranger. Et alors, tu nous as parlé d'un tableau des échanges, enfin d'un tableau représentant les échanges. Alors, l'histoire, c'est débuté il y a très longtemps. Monsieur Petit Mangin connaissait évidemment beaucoup de savants, français et étrangers, qui étaient à la tête d'institutions, d'académies, de grandes écoles, etc. Et il y avait un type de lecteurs qu'on appelait autorisés, donc des lecteurs qui venaient du monde entier. Et à travers les discussions avec M. Petit Mangin, de notre côté, on proposait, justement grâce aux dons, un grand lot de livres doubles. Et en contrepartie, eux nous proposaient des ouvrages qu'on n'aurait sans doute pas trouvé en France. Beaucoup de littérature grise, des choses absolument introuvables, ou des publications de leur université. Donc ça pouvait venir des pays de l'Est, ça pouvait venir de l'Italie, d'Angleterre, etc. Et ça s'est un peu modernisé au fil des années. Il y a eu un poste de bibliothécaire essentiellement consacré aux échanges. Donc cette personne crée des listes thématiques qu'elle distribue dans le monde entier. Ça ne sera peut-être pas le chiffre exact, mais on avoisine ou on dépasse les 300 échangeurs sérieux. Et ça tourne ainsi. Donc la balance commerciale est plutôt bien respectée. Je pense notamment avec Berlin. Alors là, c'est au sous près. On est un peu plus souple avec des pays un peu démunis, et on obtient ainsi des richesses, des choses quasiment introuvables en France. Et cela veut dire qu'il y a un lien entre les échanges aussi, et puis la politique des dons dont tu parlais précédemment, à savoir que, évidemment, comme tu nous as expliqué que Petit Mangin s'arrangeait, justement, on ne s'arrange pas toujours, dans ce cas-là plutôt, prenait les dons intégralement
souvent. Ils arrivaient ainsi intégralement, c'est-à-dire sans sélection préalable entre ceux qui nous intéressaient directement, ceux qui nous intéressaient moins directement, et puis ceux qui, même nous intéressant, s'avéraient, après contrôle, être des doubles. Absolument. Donc sur le mécanisme des échanges, ce qui est intéressant, c'est que les échanges ne marchaient à ce point que parce que vous profitiez des doubles, des livres en double dans les dons qui étaient reçus pour alimenter justement le commerce des échanges. Absolument. Ça se passe ainsi. On reçoit un don très important et après vérification, on isole tout ce qui est double. Et là, je les propose à ma collègue Ivana, chargée des échanges, et elle connaît ses clients, si je puis dire. Elle sait si c'est intéressant ou pas. Il y a aussi l'état des ouvrages. Et donc, les récupère et les place dans des listes thématiques qu'elle envoie aux personnes dont elle est absolument certaine qui seront intéressées. Elle connaît parfaitement les échangeurs. Et en contrepartie, ces échangeurs proposaient également des listes, et là, Ivana fait son choix. Mais ces listes d'échanges sont effectivement générées par l'afflux des dons. Alors, il y a les énormes dons qu'on va chercher chez le particulier, puis il y a aussi le courant, c'est-à-dire qu'un lecteur, pour nous récompenser de l'avoir accueilli à la bibliothèque, offre son livre, mais comme cet ouvrage était particulièrement intéressant, on l'avait déjà commandé ou acheté ou déjà sur rayon, et donc avec l'autorisation du lecteur, on le met aussi en liste d'échange. C'est un service qui est très actif et qui permet l'acquisition de beaucoup d'ouvrages. La politique des échanges, elle est concrétisée par une carte, c'est ça? Et alors cette carte, explique-nous, elle se trouvait dans le bureau de Petit-Mangin? Ouais, voilà, exactement. Mais là, c'est la carte d'Europe, comme vous pouvez le voir. Et peut-être a-t-il conservé une carte du monde, mais en tout cas là, on ne verra que ses voyages à travers l'Europe. Et il mettait à chaque fois une petite punaise pour indiquer ces différents voyages. Peut-être que 2 ou 3 ont dû s'échapper, mais en tout cas, on voit que, notamment en Italie, c'était une destination vraiment fréquente. Rome, par exemple, la plus fréquente. Et puis, on voit aussi en Autriche, Vienne, c'était une destination qu'il aimait beaucoup. Et forcément, le sud de l'Angleterre, où il se rendait. Et on voit moins de choses, mais il aimait beaucoup la Scandinavie. La Suède était aussi... mais il était très copain avec M. Olsen, Mick Olsen. Donc, qui est danois. Qui est danois, oui. C'était quand même une destination assez prisée, puis un petit peu en Hollande. Voilà. Alors il n'y a pas tout, loin de là, parce que je sais qu'il y avait des échanges, il y a des échanges avec l'Espagne, il y a des échanges, comme tu le dis, depuis longtemps avec Uppsala et des villes de Suède, avec la Roumanie oui. aussi, je crois. La Pologne. La Pologne, oui. Mais il me semble que c'est pas seulement le tableau des échanges, c'était ses voyages. C'est ça, oui. Oui, alors peut-être des séminaires, des cours, Oui, c'est plus spécifique. C'est plus spécifique, ce qui n'a pas empêché de développer au passage des échanges. Parce que là, on retrouve, c'est vrai qu'avec Milan, on a un grand nombre d'échanges. Mais c'est assez parlant. Oui, et puis un peu plus tard, il a été davantage dans les pays de l'Est. Il avait son copain polonais Starowiecki, le père Starowiecki, qui était un des pionniers pour les échanges. D'autres échanges partaient via les ambassades. Parce que
les différentes universités n'avaient pas forcément les moyens de payer le transport. Donc on arrivait plusieurs fois, notamment en Roumanie, en Pologne, on a très souvent fait partir des choses grâce à l'ambassade. Il y avait des échanges aussi avec la Hongrie, il me semble. Oui, oui, oui. Avec Budapest. Mais ça, c'est à la fois le développement des échanges, mais aussi ses propres voyages. Il est vrai qu'il y a une corrélation entre les deux, parce que les échanges les plus nombreux et les plus actifs, dans mon souvenir, étaient et sont toujours avec l'Italie. Oui. Donc la carte marque bien qu'il y a un rapport, évidemment, entre ses propres voyages et contacts. Dans la péninsule ibérique, je suis un peu surpris de ne pas voir de... Il y avait des échanges avec Madrid. Valladolid, Madrid, Barcelone, Cadix aussi, je crois, au moins. Ouais. Mais Lisbonne, Porto, il y a des choses... Et aussi Coimbra. le Portugal. Ouais. Coimbra. Oui. Voilà. Donc, mais bon, ce tableau qui a orné très très longtemps dans son ancien bureau, qui était jouxté avec la salle 5, m'a été confié et je l'ai gardé précieusement. Alors si on passe à un chapitre totalement différent, on aimerait avoir quelques portraits de Monsieur Petit-Mangin et des Boulez par toi qui les a connus si longuement et si bien. Est-ce que comment tu voyais Monsieur Petit-Mangin et les Boulez aussi dans les rapports de travail et leur personnalité, la personnalité qui ressortait de tes relations avec eux? Mais, bon, au tout départ, j'étais forcément impressionné par les trois. Ça, et par les lieux et par ces trois personnages. Ce Petit-Mangin, qui était un érudit, notamment dans son domaine d'épigraphie, et c'était reconnu par beaucoup de lecteurs, de ses élèves. J'ai assisté à quelques conférences chez cours, enfin très peu, mais c'était pas mon domaine, mais c'était un orateur absolument hors pair. Comme patron, c'était parfois rude. Alors, fallait bien le connaître, savoir s'il était de bonne humeur ou de mauvaise humeur, suivant nos besoins ou notre demande. Alors, mauvaise humeur, fallait surtout pas parler de congé, d'absence. Mais c'est quelqu'un qui se reposait beaucoup sur Madame Boulez. Dans pas mal de domaines, c'est surtout Madame Boulez qui essuyait les plâtres, on va dire, et qui, en dernier lieu, Monsieur Petit-Mangin tranchait, mais par exemple, Monsieur Petit-Mangin n'aimait absolument pas les grandes réunions avec tout le personnel. C'était surtout des entretiens individuels. Il fuyait un petit peu ce genre de choses. Il était redouté par le personnel, ça c'est certain. Mais oui, c'était un bibliothécaire hors pair. Alors Madame Boulez, elle était sur le terrain en permanence. Elle gérait donc le personnel. Elle côtoyait quasiment tous les gens de l'école, les attendants, tous les services. Les agents techniques, etc., ou les entreprises pour les travaux, les représentants pour les photocopieurs. Elle était sur tous les fronts. Et très, très, très vivace. C'est elle qui allait dans les instituts autres, qui nous offrait parfois des ouvrages également. Donc, non, c'était une maîtresse femme, on va dire, maîtresse de maison. Elle se déplaçait aussi pour aller chercher des livres, non? Pour aller chercher des colis, enfin, des cartons. Ouais. Par nos belles lettres, on avait parfois des dons aussi. C'est toujours elle qui, avec son Audi verte,
Et elle m'emmenait avec elle. Évidemment, elle ne portait pas les cartons, mais elle était très à l'aise partout où elle passait. Donc puis elle faisait le tour des salles, elle interpellait les lecteurs qui se mettaient à la faute. Voilà. Donc Monsieur Petit-Mangin s'abritait un petit peu derrière ça. Et quant à Monsieur Boulez, beaucoup plus discret. Pas beaucoup de contact avec les lecteurs. Ne s'occupait pas des affaires du personnel, ou alors il fallait vraiment que quelqu'un se soit mis à la faute, mais non, plutôt dans son monde bibliographique. Ce qui l'importait, c'était de trouver les bons livres et de les mettre sur rayon, d'assurer les sorties hebdomadaires. Pour ma part, ce qui m'impressionnait en tant que jeune lecteur avec Madame Boulez, c'est que elle était vraiment sur tous les fronts. C'est-à-dire que tu me dis que c'est elle qui gérait, manageait l'équipe, enfin qui était en relation constante avec vous, avec les gens dans l'école, avec les gens à l'extérieur, les fournisseurs. Mais dès qu'un lecteur entrait, enfin je parle de mon expérience personnelle, mais aussi de celle de bien des camarades, elle était au contact avec les lecteurs. C'est-à-dire si un lecteur avait un problème, ou posait un problème, mais aussi avait un problème, elle communiquait avec lui, alors soit pour le morigéner, soit pour l'aider s'il était en difficulté, etc. Soit pour l'aider, soit pour... j'ai l'impression, moi je la ressens comme une personne qui avait une capacité d'empathie, comme on dit maintenant, extrêmement forte. Alors empathie, que ce soit pour gronder comme une mère, ou pour aider comme une mère aussi, etc. Et donc les lecteurs aussi gardent un sentiment, j'allais dire, non pas, il faudrait trouver un équivalent à paternaliste, maternaliste d'elle, et beaucoup de lecteurs de beaucoup de générations. Et alors dans l'équipe, vous étiez, vous sentiez aussi un peu... Ah oui. C'est pas pareil évidemment, mais puisque c'était une relation professionnelle. Mais... On était également maternés. Oui. Si on avait un souci personnel, ou si on débutait une mauvaise grippe, elle vous conseillait de prendre ça et ça, et elle jouait au médecin. Elle avait d'ailleurs un stock de... Voilà. Non, c'était vraiment sur tous les fronts. Vous aviez mal à un muscle, elle savait quel remède il fallait prendre. Elle veillait sur tout. Et on était un petit peu ses enfants, quoi. D'ailleurs, elle m'appelait toujours mon petit enfant. Mon petit. Alors, ça passait les 10 premières années. 30 ans plus tard, c'est un peu plus difficile, mais bon. C'était Mme Boulez. Et effectivement, peu de choses lui échappaient, tant au niveau du personnel qu'au niveau des lecteurs. Et est-ce qu'elle était un recours si vous aviez des difficultés avec M. Petit-Mangin ou M. Boulez, ou au contraire, elle s'effaçait parce qu'il fallait que vous... que les gens... Non, elle ne mettait jamais la parole de M. Petit-Mangin en cause. D'ailleurs... un collègue en difficulté qui avait fait une faute ou n'avait pas justifié une absence ou autre longue, ça se terminait en bureau de M. Petit-Mangin. Donc il y avait une très forte solidarité entre eux deux ou eux trois. Oui. Ah oui. M. Petit-Mangin, M. Boulez, se tenait lui beaucoup plus à l'écart. Ne s'encombrait pas avec ses soucis. Donc, le premier obstacle, entre guillemets, c'était Mme Boulez. En cas de coup dur, ça se terminait en bureau de Petit-Mangin. Et là, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Alors, il y a eu des événements, on va pas dire majeurs, mais enfin des événements pittoresques au moins à l'école, ou marquants. Et alors, il y a évidemment un épisode qui reste dans les esprits et dans l'imaginaire pour ceux qui en ont entendu parler, c'est
l'enlèvement et l'exil forcé de Lucien R. Ouais. Et tu as vécu ça de près. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette geste ou cette épopée, pas en 12 chants évidemment, parce que le temps passe, mais... Personnellement, ça m'a beaucoup amusé. Maintenant, je peux le dire, parce qu'il y a prescription, ça m'a beaucoup amusé, parce que c'était devenu en quelques jours l'affaire du siècle. Lulu, notre cher Lulu, avait disparu. C'est le buste en de bronze Lucien R, le buste qui trône dans la salle historique. Absolument, qui veille sur tout le monde, et c'était extraordinaire. Alors, la découverte a été faite de sa disparition a été faite par les 3 femmes de ménage qui arrivaient plus tôt que tout le monde, à 7h30. Elles ont attendu patiemment l'arrivée de Madame Boulez, et là, c'était incroyable. Tous les scénarios ont été envisagés, les lecteurs ont mis leur grain de sel, il fallait fouiller dans tous les placards, etc., toutes les salles, derrière les livres, les folios. Et c'était très drôle, l'enquête m'a beaucoup amusé. Donc on a été 2 jours sans nouvelles. Et ensuite arrive la première carte postale. Donc Lucien R mangeait une choucroute à Strasbourg. Puis le lendemain, on reçoit une nouvelle carte. Il dégustait un cassoulet à Toulouse. 3e jour, il regardait un match au stade de la Beaujoire à Nantes. Un match de foot. Bon, sans doute fatigué par tous ces voyages, nous annonce son retour et nous propose un rendez-vous à l'angle de la rue Rateau et de la rue Erasme. Et il était bien là, à l'heure du rendez-vous. Et ça a duré longtemps, une semaine de voyage. Je crois bien qu'il avait assisté à une corrida du côté de Arles, ou quelque chose comme ça. Et puis donc, on reçoit la lettre annonçant son retour. Et plusieurs personnes de la bibliothèque sont présentes. Là, et il y a un petit discours fait par un élève. Et Lucien R rentre à l'école. Alors, porté comme un empereur, triomphant, il rentre à l'école, traverse la cour aux Ernest, accompagné du chant de la Carmagnole, chant révolutionnaire, et rentre dans la bibliothèque. Alors, Lucien R était un petit peu fatigué, je dois dire, parce que il avait les moustaches rouges, il avait une écharpe autour du cou, en guise de boucle d'oreille, il avait des boules de Noël. Oui, il était un peu fatigué. Bon, on l'a laissé se reposer, mis en état. Il a retrouvé son siège sur le sarcophage, là, dans la salle historique, en promettant que plus jamais il s'échapperait. Mais ça a été un grand moment. Mais je ne pouvais pas trop dire que ça m'amusait parce que tout le monde était aux abois et donc je riais secrètement. Pierre Petit-Mangin était le plus inquiet de tous. Peut-être le plus averti de tous parce que il avait connaissance des canulars des élèves depuis des années, donc il s'attendait bien à ça. Mais quand même, il a eu le doute de... est-ce qu'il va quand même vraiment revenir? Est-ce qu'il n'a pas été vendu chez un antiquaire, quoi. Là, j'avais quand même... non, c'était plutôt drôle et sympathique. À mon avis, une fenêtre a été laissée ouverte le soir et dans la nuit, je vois que ça. Parce qu'il n'y avait pas des fractions particulières. Un grand moment. On pourrait peut-être parler de l'inondation de 2003 Oui. Et de la visite de Mitterrand. Ça pourrait peut-être... D'accord. Il me semble que Françoise Dauphrane, qui avait un appartement de fonction ici, a été là aux premières loges. Laure était rentrée avant. Oui, alors moi j'étais au fin fond du Cantal, en short et en tongs, un endroit où il n'y a pas de réseau, etc. Miraculeusement, Laure arrive à me joindre.
et m'annonce cette inondation. On rentre, c'était vraiment désastreux. Toute la partie du latin a été touchée, et sévèrement touchée. Donc il a fallu très vite enlever les livres, organiser des séchoirs, des tunnels avec des aspirateurs. Et, enfin, c'était très, très, très compliqué. Donc la salle 2 et 3 ont été totalement fermées. Il y avait des alignements de tables avec bâchés, avec tous les livres en éventail. Et on insérait du papier buvard dedans. On avait été conseillé par les experts de la BNF, et les plus touchés ont été installés dans la salle des actes. D'ailleurs, certains profs se plaignaient de la fermeture de la salle des actes en disant « Quand est-ce qu'on ouvre le séchoir de Laure Léveillé ?» Ce qui n'était pas très sympathique. Laure était là depuis très peu de temps. C'était un sacré cadeau de bienvenue. Hein. Je dois dire que c'était incroyable. Donc, les livres ont été à la fois enlevés. J'ai pu emmener au 29 rue d'Ulm 30 000 ouvrages dans l'ancienne bibliothèque de l'INRP, qui est devenue maintenant le CAFES. Et jusqu'à la Toussaint, on a isolé ces ouvrages qui n'étaient pas touchés, mais par la peur qu'ils soient contaminés, nous ont permis d'isoler. Et régulièrement, donc les experts venaient, et puis des listes ont été établis, certains sont allés chez des professionnels, etc. Il y a eu un coup incroyable, puis un gros choc psychologique pour l'équipe. Et voilà, c'est le pire souvenir c'était vraiment les petites fuites auxquelles on s'habitue facilement. Là, ça dépassait tout, quoi. C'était vraiment on sait combien de livres à peu près ont été touchés? Moi, je dirais 5000. Alors, quand on dit touchés, il y avait vraiment ceux qui étaient en plein des éditions rares, anciennes, et puis d'autres, le fait que 2-3 pages soient trempées suffisait à... On avait très peur de la naissance de champignons, et ça va très très vite. Alors, il y avait des souffleries sous les bâches. Enfin, on était tous équipés avec des masques, des gants blancs, des blouses spéciales. Voilà, c'était un peu Dr House. Et ça a permis d'embaucher une dizaine de CDD qui sont venus en renfort. Et par cette occasion, 3 sont encore parmi nous aujourd'hui, et pour occuper d'autres tâches. On en a gardé 3 sur les 7. Ça a été aussi une émotion et une commotion pour les lecteurs, et je crois que ça a suscité un grand élan de solidarité. Oui. Oui. Les lecteurs étaient très attachés à ces salles, notamment les latinistes, hein, forcément, mais les hellénistes compatissaient volontiers, et il y a eu, un élan de solidarité à travers des dons. Beaucoup se demandaient ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider, quoi. Et se rendaient compte de l'immense tâche qui incombait au personnel. Moi, j'ai piloté le transport au 29. Autant vous dire que c'était colossal, quoi. Et la prouesse a été de pouvoir ramener tous ces ouvrages à la Toussaint. Mais on était à pied de guerre tous les jours. Oui, donc ça a duré du mois d'août jusqu'au mois de novembre, en fait. Ouais, fin août, septembre, octobre, ouais. On a rapatrié, après nettoyage des salles, on a rapatrié les 30 000 ouvrages qui étaient donc au CAFES, au 29, et les autres les plus touchés étaient soit chez des relieurs, soit isolés complètement. Certains ouvrages en portent encore les traces. Hein.
Alors, certains ouvrages, à cause de leur papier, je pense, avaient des pages collées et ne pouvaient plus s'ouvrir. C'est-à-dire si on voulait Voilà. séparer les pages, en Ouais. fait, tout s'arrachait, on ne pouvait plus les lire, si je me souviens bien. Oui. Ouais. Ah non, c'était travail de fourmi. Et donc, il y a la visite d'un grand homme, hein, enfin de plusieurs grands hommes, mais tu as assisté à la visite de François Oui. Mitterrand. Aux premières loges d'ailleurs. J'étais à l'époque chargé de la sécurité à la bibliothèque. Je participais au comité d'hygiène et sécurité, etc. Et j'avais un œil sur ce qui pouvait se passer. Donc, pour la venue de M. Mitterrand, 15 jours avant, il y a eu une trentaine de... la commission de sécurité de l'Élysée qui est passée, une trentaine de personnes. Tu sais en quelle année c'était à peu près? Je redoutais cette question. C'était en 1900... Son second mandat? Ouais, quelques mois avant sa mort. J'ai peur de ne plus avoir la date exacte. Et donc, c'était très impressionnant de voir tous ces gens de l'Élysée qui parlaient à leur montre, qui parlaient à leur manche, qui avaient des chiens qui reniflaient partout, qui montaient sur les toits rue Rateau pour placer des... Voilà, et ils ont fait 2-3 visites, et donc j'étais aux premières loges pour... Ça, c'était impressionnant. Donc, Monsieur Petit-Mangin, oui, c'est lui qui a été chargé de présenter l'exposition sous l'œil de Lucien, une exposition, et arrivent donc tout d'abord les invités, donc quelques ministres, je me souviens d'Alain Perfit, de Laurent Fabius, et puis d'autres... Des anciens élèves, là, pour le coup. Oui. Puis quelques-uns proches de Mitterrand, puis les journalistes, puis et arrive dans le couloir à l'entrée de la salle historique Monsieur Petit-Mangin. Et là, je dois dire que c'est très 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 impressionnant. Monsieur Petit-Mangin, Monsieur Mitterrand, accueilli par Monsieur Petit-Mangin. Et là, c'est très très impressionnant. Vous avez l'impression qu'un ovni rentre dans la bibliothèque. Tellement il y a de la lumière, etc. Donc les caméramans reculent, ils sont je ne sais pas combien, les photographes, ça scintille partout. Je n'avais jamais eu cette expérience, c'est absolument incroyable. Et à côté de François Mitterrand, son infirmière, c'était vraiment un masque de cire qui rentrait dans la bibliothèque. Donc, s'apprête à regarder l'exposition. Alors, on m'avait reproché d'être un des seuls dans cette assemblée à ne pas avoir de cravate. Donc, j'étais posté à côté de Lucien R, parce que j'avais les clés. En cas de panique, je devais évacuer par une porte secrète. Je pourrais le dire maintenant, il y a prescription. Je devais évacuer François Mitterrand. Et, avant de regarder l'exposition, M. Mitterrand vient me serrer la main. Comme quoi, je me suis dit que l'habit ne faisait pas le moine. Voilà. Donc, c'est très impressionnant. Et après, j'ai pu, quand il est sorti de la bibliothèque, il a fait une conférence dans un des réfectoires de l'école. Et il s'était vraiment refait une santé à ce moment-là. Mais son arrivée, c'est quelque chose d'inoubliable. Alors, on avait aussi, j'allais très vite... je voudrais vous parler de la visite d'Alain Savary. Alors là, c'est un autre qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et donc, pour son arrivée, encore une fois, un discours, une cérémonie dans la salle historique. Et donc, il fallait des belles chaises que nous prêtait l'école. Et je vous le donne en mille, qui devait installer tout ça la veille? Gérard Bizel. Donc pour ce faire, la veille, à 9h30, je décide d'aller chercher un chariot pour transporter toutes ces chaises. Et là, il commence à installer. Donc je vais
à la cantine et j'emprunte le mont de charge. Et à mi-parcours, le mont de charge se bloque. Donc je suis là. J'ai juste un petit filet de lumière qui permet d'apercevoir le sol, mais vraiment c'était minime. Et donc 9h30, je suis resté jusqu'à 14h. Alors, Madame Boulez a passé sa matinée à rencontrer tout le monde, à dire où est Bizel, où est Bizel, où est Bizel, où est Bizel, on ne le voit plus, où est Bizel. Et Madame Atlan, une des femmes de ménage, se souvient que la dernière fois qu'elle m'avait vu, je lui avais dit que je partais dans les cuisines chercher un chariot. Évidemment, c'était au moment du 14 juillet, donc la cantine était fermée et l'alarme normalement reliée à la loge ne fonctionnait pas. Donc autant vous dire qu'à 14h, je commençais à trouver le temps un peu long. Et Madame Boulez, accompagnée d'une intendante et puis d'un professionnel pour me délivrer, était assez contente de me retrouver. Voilà. Donc sans Madame Atlan, j'aurais passé un week-end ou un séjour auticien de longue durée. Alors Madame Boulez a quand même eu pitié de moi, elle m'a donné des sous et m'a vivement conseillé d'aller me restaurer à Brasserie du coin. Voilà. La brasserie qui s'appelait le Normalien. Exactement. On peut rien vous cacher, monsieur. Parmi tous les normaliens autorisés, c'est-à-dire non normaliens fréquentant la bibliothèque que tu as connus, il y a quelques personnalités particulièrement attachantes ou marquantes dont tu voudrais dire un mot. Là, il faudrait sortir l'annuaire de l'école parce que par mon travail sur le terrain et les visites de début d'entrée et autres, j'ai connu énormément de générations. Et pour la plupart, ceux que je retrouve là comme jury de concours, on est plus camarades, quoi. Donc les relations sont au beau fixe. Mais effectivement, certaines personnes m'ont particulièrement marqué. Alors je ne voudrais pas faire des oublis, etc. Mais je pense notamment à 2 personnes. En premier, je pense à Georges Snyders, que j'ai connu souvent au Parc Floral. Il promenait ses petits-enfants, et moi je promenais mon fils au Parc Floral à Vincennes, et on avait une très très grande amitié. C'était vraiment... il ne pouvait pas rentrer à la bibliothèque sans me rechercher et me raconter des choses. Il travaillait beaucoup par la joie par les livres. Alors, parfois j'ai été un petit peu mal à l'aise de sa faute parce que j'étais président de salle, c'est-à-dire à l'endroit stratégique à l'entrée de la bibliothèque. La salle historique vraiment garnie. Arrivé, alors c'était un tout petit bonhomme qui avait connu Auschwitz, Dachau, mais qui n'en parlait jamais de ça. Et me dit tout fort, t'as pas vu Jaurès? Alors, je dis oui, récemment j'ai vu en HF et un peu en SG, mais il se balade toujours celui-là. Alors ça, voilà le genre de choses qui pouvaient... Puis une autre fois, il rentre à la bibliothèque, j'étais déjà président de salle, je crois d'ailleurs qu'il connaissait mes horaires, et me dit, t'es grand-père? Voilà, toutes les têtes se lèvent et tout le monde me regarde. Je dis non, je suis pas grand-père. Qu'est-ce qu'il fout, Erwan? En parlant de mon fils, je vais l'engueuler. Donc, c'était un personnage vraiment attachant. J'ai eu beaucoup de peine lors de ces obsèques auxquels j'ai assisté. Il y a eu des témoignages assez marquants. Puis un deuxième, j'ai envie de le citer, c'était Pierre Toubert, qui était d'une gentillesse avec moi absolument extraordinaire. Alors il s'installait pas très loin du bureau de Monsieur Petit-Mangin, et ils étaient très copains tous les deux. Alors très souvent, Monsieur Petit-Mangin me voyait discuter avec Monsieur Toubert, mais ne pouvait absolument rien dire, tellement ils étaient amis. Donc, mais c'était vraiment une personne qui m'a beaucoup apporté. Après, je pourrais en citer plein d'autres.
Vous avez parlé tout à l'heure des autorisés. Je pense à M. Todorov. J'ai eu beaucoup de peine. J'étais chez lui quelques jours avant sa mort. Et bon, c'était un type extraordinaire. On ne pouvait pas aller chez lui sans qu'il nous offre le petit café et de raconter des choses absolument remarquables. Donc j'ai eu la chance de connaître de rencontrer des gens chaleureux. Oui, mais beaucoup. Ouais. Je voudrais vexer personne. Mais c'est... Oui. J'ai rencontré aussi des gens moins chaleureux. Alors on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. On passe au questionnaire alors. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais définir Monsieur Petit-Mangin en un mot? En un mot un vrai patron, parfois difficile, un grand savant, fou amoureux de Pélagie. Pélagie qui est un transsexuel antique. Non, ça sera... Bon. Un mot pour refléter ton expérience à la bibliothèque de l'école. Je lui dois énormément. Énormément. On ne passe pas 38 ans à la bibliothèque sans y avoir gagné quelque chose. J'y dois bien sûr ma carrière, mais aussi plein de bonnes relations. Énormément de bonnes relations, et puis la chance de travailler dans un milieu de savants et entouré de très bons livres. Alors, ton lieu préféré à l'ENS? Moi, je ne vais pas dire le sous-sol Erasme, je dirais la cour aux Ernest. À cause des poissons? Par exemple. Ton moment préféré dans ton parcours? Sans doute l'obtention de mon poste de bibliothécaire, 86. C'était le départ d'une autre carrière. Et si tu devais poser une seule question à Pierre Petit-Mangin, laquelle lui poserais-tu? Alors, quand je suis rentré dans son bureau en octobre 80, il m'a dit « Oui, je vous prends à l'essai. » Depuis, silence radio. Alors ma question c'est, est-ce que je suis toujours à l'essai? Ben voilà, une très bonne dernière formule.